Bonjour à tous et bienvenue dans cette mini-formation Coder votre propre indicateur en 1 heure. C'est une formation pour débutants, donc vous n'avez pas besoin d'être développeur ou informaticien pour la suivre. Nous allons commencer directement sur MT4. Donc vous pouvez cliquer en haut pour ouvrir le Meta Expert. Hop, on clique. Et on arrive dans l'éditeur de code de MetaTrader 4. Ici, vous pouvez cliquer sur Nouveau. On va créer un indicateur personnalisé. On continue. On va l'appeler Mini Formation. Hop, auteur, je vais mettre DragForex. Vous mettez ce que vous voulez. Et pour le lien, pour s'amuser, on va mettre DragForex. Hop, on laisse comme c'est. Et on termine. Voilà, donc j'agrandis la fenêtre en haut. Donc là, MT4 m'a créé mon premier indicateur personnalisé. Donc c'est du code. Et je vais vous expliquer à quoi correspond ce code. Alors les premières lignes en haut, c'est du texte visuel juste pour nous. Ça n'a rien à voir avec la machine, ces 5 premières lignes. C'est du texte, donc si je veux, j'écris n'importe quoi, blabla, ce qu'on veut. Car il y a 2 slash au début de la ligne qui font que tout ce qu'il y a après n'est pas interprété par la machine. Donc en fait, c'est simplement du texte pour nous aider à nous retrouver. Donc en fait, on a le nom du fichier, on a l'auteur et le site où on peut contacter l'auteur. Les lignes en dessous sont très utiles pour MT4. Ce sont les informations qui ressemblent d'ailleurs aux informations qui est au-dessus, mais ce sont les informations qui vont être affichées dans l'indicateur. Donc il y a le copyright, donc c'est encore l'auteur, le lien vers le site internet de l'auteur, la version de l'indicateur. Donc là on a en 1.0, on va s'amuser à mettre 1.10 pour voir si ça fonctionne après dans l'indicateur. Donc vous pouvez changer ces valeurs comme vous voulez. Et ensuite 2 autres fonctions, je vous expliquerai plus tard. 2 autres paramètres, on va dire. Et ici, nous avons notre premier code. Donc c'est encore là des lignes qui ne servent strictement à rien pour le programme. C'est pour nous. Il nous indique en fait à quoi sert la fonction d'après. Cette fonction-là. Donc en fait, on pourrait presque les supprimer, hein. Ça fonctionnerait de la même manière, il n'y a aucune différence. Cette fonction-là s'appelle onInit. Alors donc, cette ligne indique que le logiciel, que le programme crée une fonction. Le nom de la fonction s'appelle onInit. Et une fonction, c'est une boîte dans laquelle on peut mettre du code. C'est une boîte qui contient du code. Et tout le code qu'il y a là fait partie de la fonction, de cette fonction-là. Et c'est délimité grâce à ces 2 accolades. Donc on ouvre les accolades, on ferme les accolades. Donc la fonction englobe tout ça en code. À chaque fois que le programme fera appel à cette fonction-là, il va exécuter le code qu'il sera écrit à l'intérieur. Pour l'instant, ça vous paraît un peu bizarre ce que je vous dis, mais vous allez voir bientôt. C'est-à-dire que cette fonction-là, c'est une fonction spéciale de MetaTrader 4 qui est exécutée au lancement de votre indicateur, quand vous mettez votre indicateur sur le graphique, alors que la deuxième fonction est exécutée à chaque fois qu'il y a un mouvement sur le marché. Donc ceci est une fonction, et ceci est une deuxième fonction. Les 2 sont déjà de base dans le fichier. On peut en créer d'autres. On n'est pas forcément obligé de les utiliser, mais dans notre cas, on va être obligé de les utiliser pour faire ce qu'on va faire dans l'exemple. Alors, on va déjà tester notre indicateur, et pour le tester,
il faudrait qu'il affiche un message pour voir s'il arrive bien à envoyer des messages, à nous donner un message dans l'interface. Donc on va afficher un message dans la boîte de dialogue de MetaTrader 4. Pour faire cela, il faut taper la fonction alerte, donc on va l'écrire entre ces deux accolades dans la fonction init, onInit, pour que le message s'affiche quand on pose l'indicateur sur le graphique. Les deux lignes ici sont juste encore du commentaire, donc en fait c'est juste du texte pour nous, visuellement juste pour les humains, qui ne sera pas interprété par le logiciel, donc on peut les supprimer en fait. Il nous dit juste qu'on peut initialiser notre programme ici. Hop, on supprime. Cette ligne-là est très importante, je vous expliquerai après à quoi elle sert, mais il faut bien la laisser, et il faut la laisser en dernier. Donc on va écrire nos messages, notre code avant cette ligne, donc ici, sur cette ligne-là, après l'ouverture de l'accolade. Nous allons écrire alerte avec un A majuscule et pas de E. Comme c'est une fonction que nous appelons, nous allons ouvrir les parenthèses. Ouvrez la parenthèse. Et cette fonction alerte a besoin d'un seul paramètre. Il faut lui dire qu'est-ce qu'on veut afficher comme alerte. Donc le message en fait, simplement. Pour taper un message, comme c'est du texte, il faut mettre des doubles guillemets. Donc on va ouvrir les doubles guillemets en appuyant sur la touche 3 de votre clavier. Et là on va mettre le programme se lance. 3 petits points. Je ferme les doubles guillemets en appuyant sur la même touche. Je ferme les parenthèses pour bien terminer l'appel de ma fonction, car en fait j'appelle la fonction qui s'appelle alerte, qui est une fonction interne à MetaTrader. Et j'appelle cette fonction avec comme paramètre mon texte, le texte de mon message. Donc à la fin de cet appel, il faut fermer la parenthèse pour dire qu'on a bien terminé l'appel de la fonction. Et à la fin de toute instruction, donc une instruction c'est une ligne de code, c'est un code très petit. À la fin de chaque instruction, il faut mettre un point virgule pour que le logiciel comprenne bien que alerte n'a aucun rapport avec la fonction d'après qui s'appelle return. Donc pour bien lui dire que notre instruction, que notre code est terminé, il faut mettre un point virgule. Maintenant qu'on a fait ça, on peut essayer de lancer notre indicateur pour la première fois. Pour ce faire, il faut cliquer sur le bouton compiler en haut. Donc je clique dessus. En bas, vous voyez que du texte est apparu, ça a bougé. On peut voir qu'il y a 0 erreur, 0 warning. Donc des warnings, ce sont des avertissements, il n'y en a aucune non plus. Et il a compilé en 99 millisecondes, donc c'est très rapide. Donc apparemment, la compilation s'est réalisée avec succès. Ça veut dire que notre programme, apparemment, fonctionne pour MetaTrader 4. Maintenant qu'on a compilé, on peut le tester. Donc on retourne dans MT4. Et dans la liste des indicateurs, il est apparu automatiquement, il n'y a même pas besoin de rafraîchir, notre indicateur mini formation, c'est le nom qu'on lui avait donné. On le glisse sur notre graphique, et on peut voir que mini formation est en version 1.10, donc c'est parfait, on avait changé, c'est bien la version 1.10 qu'on l'a dit. Il nous dit que l'auteur c'est DragForex, donc c'est parfait, c'est ce qu'on avait mis. Et en plus, il nous donne même le luxe de nous faire un petit lien vers mon site internet, et il y a juste à cliquer, et ça s'affiche. Donc c'est super sympa, ça fonctionne comme prévu. Après, en général, bon, c'est pas très important. La couleur, de toute façon, on n'a rien pour l'instant de visuel sur l'indicateur, donc il n'y a pas besoin de choisir de couleur. Et ça, on s'en fiche aussi. Donc on valide l'ajout de notre indicateur. Et hop, la boîte de dialogue s'est ouverte. Je l'agrandis un peu. Et on peut voir que l'indicateur m'a dit à 18h07, donc maintenant, il m'a dit le programme se lance. Donc notre indicateur fonctionne. Il a réussi à s'exécuter correctement.
cette fonction-là a bien été appelée par MT4 quand quand on a glissé l'indicateur sur le graphique, et donc MT4 a bien exécuté cette fonction alerte pour afficher un message à l'utilisateur. Maintenant, pour bien voir que ça fonctionne, et bien différencier les deux fonctions de base qui sont la fonction d'initialisation, celle-ci, qui s'exécute une seule fois quand on pose l'indicateur sur le graphique, et cette deuxième fonction qui s'exécute à chaque fois que le marché va changer de prix, à chaque fois que le prix va être mis à jour sur le marché, donc à chaque tick du marché, cette fonction-là sera exécutée. Donc pour s'amuser, on va mettre une autre fonction alerte ici, on va mettre un autre message. Donc je tape alerte avec un A majuscule, j'ouvre les parenthèses, j'ouvre les doubles guillemets, et j'écris le marché a bougé. Je ferme mes doubles guillemets, je ferme ma parenthèse, et je rajoute mon point virgule à la fin de mon instruction. Je compile. Il n'y a toujours pas d'erreur, ça a changé, on voit bien, d'ailleurs c'est plus le même nombre de millisecondes qui s'est passé, maintenant on est à 97. Donc ça c'est bien compilé, ça c'est mis à jour. Et quand on revient sur MT4, on se rend compte que le marché a bougé effectivement. Il nous le dit plusieurs fois, même parfois plusieurs fois par seconde, vous voyez. À 18h08, oh là ça va trop vite. En gros, il peut à chaque tick du marché, à chaque fois que le marché bouge là, il nous rajoute une ligne de message. Donc ça a fonctionné. Vous voyez aussi que au moment où on a compilé, au moment où on a cliqué sur compiler, MT4 a détecté qu'on avait recompilé l'indicateur mini formation, et du coup il l'a mis à jour automatiquement sur le graphique. J'ai pas eu besoin de l'enlever et de le remettre. Il me l'a mis à jour tout seul, et d'ailleurs on peut voir qu'il a relancé, le programme se lance. Ça l'a réécrit au moment où j'ai compilé. Parce qu'il l'enlève et il le remet tout seul. Du coup il repasse dans la fonction init. Et si je ferme la boîte de dialogue, il va me la rouvrir à chaque fois qu'il y a un nouveau message. Donc là on a un indicateur un peu chiant. On va enlever... non, on va rien enlever. On va plutôt afficher... Pour l'instant, notre indicateur nous sert à rien à part nous spammer, quoi. Il nous donne pas vraiment d'informations. Donc maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est un indicateur qui affiche le spread en temps réel. Donc on va écrire le spread et là on rajoutera après la valeur, parce que si on écrit et de 10, ça écrira toujours 10, donc c'est un peu stupide. Il faudrait la vraie valeur du spread. Donc ce qu'on va faire, dans notre fonction, nous allons créer notre première variable. Une variable, c'est une boîte dans laquelle on met une valeur, et juste une seule valeur. Dans cette boîte, on va mettre la valeur du spread. Pour ce faire, on va créer, dans MT4, le spread est en points, et les points sont toujours des entiers, des nombres entiers. En informatique, on distingue les nombres entiers des nombres à virgule. Les nombres entiers sont en anglais des integers, et on appelle ça, par diminutif, les int. Int, c'est pour dire un entier, comme ici on voit que int, d'ailleurs c'est écrit aussi spread, parce que lui nous donne des informations sur le spread, mais on va aller les chercher d'une autre manière, vous allez voir. Int, là on peut choisir le nom de la boîte, le nom de la variable qu'on pourra réutiliser par la suite. Donc on va choisir, on va dire spread point, on va l'appeler, comme on sait que c'est le spread en point. Je ferme, je clôture mon instruction avec un point virgule. Donc là, nous avons déclaré une boîte, une variable. Le terme exact en informatique, c'est une variable. Nous avons déclaré une variable, donc une boîte, de type entier. Donc c'est un nombre entier. On sait que dans un nombre entier, on peut stocker 0, 45, 2048 ou moins 18 si on veut. Un nombre négatif également, ça fonctionne. Nous allons lui donner une valeur à cette variable. Pour lui donner une valeur, on va taper le nom de la variable, spread. Et vous voyez que le logiciel de MT4 a détecté en bas et me propose d'écrire spread. Parce qu'il a détecté qu'en tapant les lettres, il le trouvait et que ça existe. Donc vous pouvez double-cliquer ou faire entrer, la touche entrée, pour qu'il vous le tape à votre place. Voilà.
spread point égale, et là vous allez rentrer une valeur dans la boîte, dans le tiroir spread point. Alors on va rentrer une valeur, et la valeur, ça va être la valeur du spread sur le marché. Alors pour faire ça, on va taper la fonction market avec un M majuscule, market info avec un I majuscule aussi. Vous voyez que le nom devient violet quand il le reconnaît. Ça veut dire que c'est une fonction de MT4, comme alert ici, et comme onInit et onCalculate ici. Quand c'est violet, c'est que c'est une fonction de MT4 interne à MT4. On ouvre la parenthèse car c'est un appel de fonction, et il nous donne les paramètres qu'il faut rentrer dans la fonction. Donc là c'est un peu compliqué, mais en fait il nous demande un paramètre qui s'appelle symbole. En fait le symbole, MT4 appelle symbole simplement la paire de devises en fait. Là sur notre graphique nous sommes sur USD/JPY. Donc nous allons lui donner USD/JPY. Comme c'est une chaîne de caractères, comme c'est du texte et pas une valeur, c'est pas un nombre, il faut l'entourer des doubles guillemets, comme le texte qu'on a mis pour le message. On a dû mettre des doubles guillemets ici. Donc on va mettre des doubles guillemets. On va taper USD/JPY pour demander des informations sur cette paire-là. On ferme les doubles guillemets. Il faut bien le mettre en majuscule car je crois que MT4 va faire la différence sinon. Et il ne la trouvera pas si on ne met pas les majuscules. Comme il y avait plusieurs paramètres, il faut les séparer avec une virgule. Donc là on a tapé le premier paramètre, mais on ne ferme pas tout de suite la parenthèse car il y a deux paramètres. Il lui faut deux paramètres, donc on va mettre une virgule pour le deuxième paramètre. Et là il nous demande le type d'information qu'on lui exige en fait, qu'on lui demande à propos de USD/JPY. Et le type d'information que l'on veut, c'est le spread. Pour lui demander le spread, il faut écrire mode underscore, donc c'est tiré du bas sur la touche 8, spread. Voilà, vous voyez, il l'a trouvé. Et d'ailleurs, même avant, il l'avait trouvé. Si j'efface et que je réécris underscore, voilà. On pouvait le trouver là-dedans. Et si je double-clique, il me l'écrit. Voilà, mode spread. Et de cette manière-là, il pourra aller nous chercher le spread. On lui demande, en fait, cette fonction-là permet d'aller chercher le spread sur USD/JPY. On ferme la parenthèse, car notre fonction, on a mis tous les paramètres de notre fonction. Et on rajoute un point-virgule, car on est à la fin d'une instruction. Alors, cette ligne-là, en gros, va chercher le spread en appelant cette fonction-là, et une fois que la valeur est récupérée, elle va être affectée dans cette variable. Donc ce que je vais faire, c'est mettre des espaces pour bien voir le égal, que ça soit plus lisible pour les humains, parce qu'on n'est pas des machines. Donc la valeur va être cherchée grâce à cette fonction, et on demande à rentrer cette valeur dans cette boîte, spread point. Donc après cette ligne-là, si je saute une ligne à la fin de la ligne, ici, ma boîte spread point contiendra la valeur du spread de la paire USD/JPY. Et donc je vais pouvoir l'afficher dans le message. Pour l'afficher dans le message, on va additionner le texte avec la valeur qu'il y a dans notre variable spread point. Pour faire cela, à la fin des doubles guillemets, je rajoute un plus et je mets spread point. Il va additionner le texte ici et rajouter la valeur qu'il y a, qui est contenue dans notre variable, dans notre tiroir. Donc là, en compilant, on peut essayer de compiler tout de suite pour tester l'indicateur. Et on peut voir qu'il y a 0 erreur, mais il y a 2 warnings. Il y a 2 avertissements. Alors le premier avertissement, c'est un peu compliqué. Vous pouvez double-cliquer si vous avez déjà des erreurs, si vous avez eu des erreurs aussi avant qu'on arrive à cet exemple-là. Vous pouvez double-cliquer sur l'erreur ou sur le warning pour qu'il vous indique à quel endroit le problème est.
Et là, il nous dit que l'affectation, quand on affecte une valeur dans cette variable-là, il n'aime pas trop, car il nous dit possible perte de données due à la conversion du type. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? En fait, c'est assez simple, c'est que nous avons créé une variable qui est de type nombre entier, donc ça attend un entier, 1, 18 ou 400, alors que cette fonction-là, si on rouvre la parenthèse, il nous affiche, voilà, il ne faut pas oublier de supprimer voilà, la parenthèse en trop, il nous affiche, et en fait cette fonction-là, le petit texte qui a avant le nom de la fonction, c'est le type de la valeur qui va être renvoyée par cette fonction. Et là, c'est écrit double. Pour l'instant, on n'en a pas des doubles. Nous, on a int. Et en fait, double, c'est un nombre à virgule en informatique. Donc en fait, cette fonction nous renvoie un nombre à virgule, bien que le spread soit forcément un nombre entier. Donc c'est un peu bizarre. En fait, il nous renverra 2.0, 3.0, 5.0, ça sera toujours 0.0, mais c'est quand même un nombre à virgule en informatique. Et donc, MT4 s'en est rendu compte qu'on voulait mettre un nombre à virgule dans un nombre entier. Et il nous dit, attention, vous pouvez perdre des données. Donc si c'était 2.3, par exemple, eh ben, ça deviendrait plus que 2 en mettant dans ce nombre. Parce que vu que c'est un nombre entier, il ne peut pas stocker ce qu'il y a après la virgule. Donc il nous dit simplement qu'il y a une possible perte de données au moment de la conversion du type. On passe d'un type de nombre à virgule, d'un double, à un int, qui n'est pas un nombre à virgule. C'est pour ça qu'il nous dit qu'il y a une erreur. Nous, on sait très bien que MT4 nous renverra jamais un spread avec un nombre avec des chiffres après la virgule. Ça sera forcément virgule 0. Donc on va forcer ici, en ouvrant une parenthèse en tapant int, et en fermant la parenthèse, ça force la valeur qu'il y a après. Le fait de faire ça, on force tout ce qu'il y a après à être converti en int à l'avance. En fait, du coup, on le spécifie à MT4 comment on va dire, convertir la valeur qui sort d'ici en entier. Même s'il le faisait déjà, en fait. Mais comme il nous dit un avertissement, en le faisant de manière explicite, vu que c'est nous qui le voulons maintenant, c'est nous qui l'avons écrit, il ne nous dira plus qu'il y a un problème. Si on recompile, voilà, il y a une erreur qui est partie, enfin un avertissement. Et là, on va voir le deuxième avertissement. Il nous dit la conversion, il y a une conversion implicite du type nombre, d'un nombre à une chaîne de caractères. String, en anglais, ça veut dire chaîne de caractères, donc ça veut dire du texte en fait. Si je double-clique, il me montre ici. Parce qu'en fait, on a essayé d'additionner du texte, une chaîne de caractères, du texte, donc vu qu'il y a des guillemets, c'est forcément du texte, avec un nombre entier. Et lui, il n'aime pas ça, parce il sait calculer, faire une addition entre deux nombres à virgule, ou avec deux chaînes de caractères, il sait les additionner pour les concaténer, les fusionner entre elles, mais il ne sait pas additionner du texte avec un nombre, même s'il va le faire, mais il nous dit quand même, attention, tu sais pas trop ce que tu fais, tu es en train de faire n'importe quoi. Les warnings, les avertissements, c'est surtout pour vous dire, attention, il veut quand même le faire, il va le faire, mais il vous dit, attention, tu t'es peut-être trompé parce que j'ai l'impression que tu fais n'importe quoi. En gros, c'est ça qui s'est dit. Donc on va forcer aussi une conversion, et pour convertir en texte, on va devoir utiliser la fonction, donc juste après le plus, juste avant la variable spread point, on va taper integer to string. Bah voilà, vous voyez, c'est cette fonction-là, donc on double-clique, on ouvre la parenthèse, car c'est une fonction, donc elle prend en paramètre notre valeur qu'on veut convertir, et c'est une fonction qui va convertir un nombre entier, en chaîne de caractères. Integer, donc un nombre entier, to, donc c'est d'un nombre entier à une chaîne de caractères. String, c'est une chaîne de caractères. Donc là, on a ouvert la parenthèse pour mettre le paramètre de cette fonction, qui est notre nombre de spread, notre valeur spread point, et nous allons fermer la parenthèse. Il ne faut pas oublier, car il y a bien deux parenthèses, vu qu'on est déjà dans une fonction.
Donc, vu qu'il y a une parenthèse ouverte là, elle se ferme ici. Vous voyez d'ailleurs que quand vous avez la souris à côté de la parenthèse, il vous éclaire, il vous surligne la parenthèse qui correspond, l'autre parenthèse qui correspond. Donc c'est pratique pour voir que on ne s'est pas trompé dans le nombre de parenthèses à fermer ici, parce que ça peut vite devenir compliqué. Hein. Des fois vous en avez 4-5, ça devient compliqué. Là déjà, 2, c'est pas pratique quand on débute. Et là, normalement, ça devrait fonctionner si je clique sur compiler. Voilà, il n'y a plus de warning. Donc on aurait pu s'en passer de cette correction des deux avertissements, mais dans un souci de propreté et d'honnêteté, je voulais qu'il n'y ait pas de warning dans notre exemple. Donc maintenant on va voir ce qu'il a fait, ce que ça a donné. Et là on peut voir que le spread est de 5, le spread est de 6, donc en fait ça bouge, vous voyez, le spread est de 7, de 6. Et si je remonte dans mon observatoire de marché, si vous faites clic droit, vous l'avez peut-être pas, mais il faut cliquer sur écart, en fait c'est une mauvaise traduction, c'est le spread. Vous cochez, vous cliquez ici, vous le cochez, ça apparaît ici, et là c'est le spread de chacune de vos paires en fait. Et donc, USD JPY, on voit que le spread est de 6, et là ça s'affiche bien 6, et quand ça passera à 5, voilà, là c'est passé à 5, et on a vu que ça a écrit 5 à cet endroit-là. Donc ça a l'air de fonctionner. Maintenant c'est encore un peu chiant, parce que comme c'est dans la boîte de dialogue, on a beau fermer la boîte de dialogue, elle se rouvre constamment, donc c'est complètement inutilisable comme indicateur. Donc au lieu d'utiliser la fonction alerte pour afficher un message dans la boîte de dialogue, nous allons utiliser une autre fonction qui permet d'afficher un commentaire directement sur le graphique en haut à gauche. Vous avez peut-être déjà vu ça, des indicateurs qui affichent des trucs ici, ou des robots qui affichent des trucs. Eh bien, nous allons le faire, et c'est très très simple. Nous allons, au lieu de la fonction alerte, nous allons écrire comment. La fonction comment. Elle prend les mêmes paramètres que la fonction alerte, c'est-à-dire un seul, et c'est le message que l'on veut afficher. Donc en mettant comment à la place de alerte, si on compile, nous allons voir que nous avons toujours notre indicateur qui nous dit le programme se lance quand il se lance. D'ailleurs, on va peut-être l'enlever. Donc on va l'enlever tout de suite. Je retourne dans le code. Et là, notre fonction alerte qui nous rouvre à chaque fois notre boîte de dialogue, elle nous énerve un peu. Donc on va la mettre, on va pas la supprimer, on va la mettre en commentaire pour vous montrer. Donc je vais mettre 2 slash à la suite. Hop, et toute la ligne se grise. Donc pour le programme, cette instruction n'existe plus en fait. Cette instruction-là ne sera plus du tout exécutée, et quand la fonction onInit sera exécutée, ça passera direct à return, et ça sera déjà la fin. Et il n'y aura plus, le alerte ne sera plus du tout interprété par le logiciel. Donc on recompile, hop, ça fonctionne, c'est bien. Il faut toujours vérifier que si ça fonctionne, parce que si vous avez des erreurs, la compilation ne se terminera pas. Si vous avez des erreurs en rouge, donc, la compilation ne se terminera pas, et donc votre indicateur ne sera pas mis à jour dans MT4, ça sera toujours l'ancienne version. Donc là on peut fermer notre boîte de dialogue, elle ne se rouvrira plus, et on peut voir en haut un petit message, le spread est de 5, et on peut voir qu'il a bougé tout à l'heure à 6, 7, vous voyez, 7, 5, 6. Donc ça fonctionne, nous avons notre premier indicateur qui affiche le spread en temps réel sur notre graphique. Par contre, il y a un petit problème. Je vais vous montrer tout de suite ce problème. Si on va sur le graphique de l'or, du gold, et que je glisse mon indicateur dessus, je valide, le spread est de 6 sur le gold. 5. Tiens, c'est bizarre, ça ressemble étrangement au spread de USD JPY. Et effectivement, dans le gold, si je vais voir le gold, ici, le spread est de 35, il n'est pas de 6. Alors pourquoi ça m'affiche qu'il y a un spread à 5? Eh bien c'est simple, c'est qu'on a fait une erreur dans le code. Volontairement évidemment, pour vous montrer. C'est qu'on a écrit, on demande la valeur à cet endroit-là pour aller chercher la valeur du spread, on appelle la fonction marketInfo, mais on l'appelle en lui demandant les informations qui concernent USD JPY. Et là vous vous dites, oui mais si on met gold à la place, c'est USD JPY qui va bugger du coup. Et oui, vous avez totalement raison. Si on met gold,
ça va marcher pour le gold. Donc on a bien un spread à 35 après avoir compilé. Et sur USD-JPY, le spread est à 35, ce qui est absolument faux, car il est très bas d'ailleurs sur cette paire. Voilà, il est à 5 encore. Donc comment faire? Eh bien, l'informatique, c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut faire des choses dynamiques. C'est-à-dire que les mêmes lignes de code peuvent être utilisées pour différentes valeurs. Et donc au lieu d'écrire à la main, manuellement, quelle paire on veut, on va plutôt lui dire d'utiliser la paire qui est sur le graphique. Et pour faire cela, il y a une fonction qui s'appelle symbole. S-Y-M-B-O-L, avec un S majuscule. Et c'est une fonction, donc il faut ouvrir les parenthèses. Et quand on ouvre les parenthèses, on voit les spécifications de cette fonction. On voit qu'elle renvoie une valeur de type string, donc une chaîne de caractères qui est avec des guillemets. Donc ça a l'air de correspondre, car quand nous on devait écrire gold, on devait bien mettre des guillemets, donc c'est le même type de valeur, donc ça a l'air de correspondre à ce qu'on veut. Et, excusez-moi, et entre parenthèses, on voit les paramètres qu'elle prend. Elle prend un paramètre qui s'appelle le void. En fait, ça veut dire qu'elle ne prend aucun paramètre. Void, ça veut dire vide en anglais. Et ça veut dire qu'il n'y a aucun paramètre à cette fonction. Donc, si on met aucun paramètre à cette fonction, on peut refermer la parenthèse tout de suite. On est quand même obligé d'ouvrir et de fermer la parenthèse, mais il n'y a rien à mettre entre, donc c'est très simple. Vous voyez, symbole, et puis c'est tout. On va essayer de compiler comme ça. On retourne sur MetaTrader. On voit que sur USD-JPY, le spread est de 5. Ça a l'air d'être correct. On va sur le gold, le spread est de 35. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Donc on est content. On va essayer de le mettre aussi sur USD-CAD pour voir. Hop, USD-CAD, le spread est de 10. Et je sais pas où il est. J'en ai activé un peu trop. Voilà, 10. Donc c'est bien, ça a l'air d'être correct. Et sur ces trois paires là, le spread change en temps réel, quoi. Il s'affiche bien à chaque fois que le marché bouge. Notre indicateur va redemander au marché quel est le montant du spread et il l'affiche. Il met à jour le message pour afficher le bon montant de spread. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va s'amuser à faire un message, parce que c'est bien beau d'afficher le spread, mais on risque d'oublier, surtout que le message est écrit en tout petit. Et l'inconvénient de cette fonction comment qui nous fait afficher le message ici, dans le coin, l'inconvénient de cette fonction, c'est qu'on ne peut pas changer la police d'écriture, ni la couleur, ni la taille, ni quoi que ce soit. Donc en fait, c'est forcément la police de ce qui est écrit au-dessus, en fait. C'est à peu près la même police de MT4 un peu partout. Et donc c'est un peu gênant. Mais si on écrit en majuscule, on pourrait nous faire un petit message d'erreur. Enfin, pas un message d'erreur, mais on pourrait nous mettre un message de prévention quand le spread est trop élevé, par exemple. Ça, on peut le faire. Donc on va s'amuser à faire ça. Parce que, je sais pas vous, mais moi, je préfère trader quand le spread est de 5 que quand le spread est de 35. Hein, parce que là, ça sucre. Hein. Ça coûte cher, hein, 35 de spread. Hein. Donc on va se faire un petit message. Un petit message personnalisé, juste pour nous dire, attention, le spread il est trop élevé. Et pour cela, on va faire une condition. Donc c'est la base de la programmation. C'est le if, un si en anglais, si on traduit. Et donc on va pouvoir faire une condition et afficher un message si le spread est trop élevé. Sinon, on affiche le message de base. Comme ça, on peut distinguer quand le message est trop élevé et faire des lignes de code spécifiques quand le message est trop élevé. Quand le spread est trop élevé. Donc nous allons faire if, nous tapons if comme si en anglais, pour faire une condition. On ouvre la parenthèse, et là, on met notre condition. Donc notre condition, c'est spread. Donc il l'a trouvé ici. Je clique dessus. Si spread.
supérieur à 10, par exemple, parce que 10, ça commence à faire beaucoup de spread, j'ai terminé ma condition, donc je peux fermer ma parenthèse. Et là, on va exécuter un bloc de code spécifique, un bloc de code qui sera exécuté que quand cette condition sera vraie, donc que quand le spread sera supérieur à 10. Pour délimiter le code qui sera exécuté, il faut mettre des accolades, comme pour les fonctions. Donc c'est Alt-GR et la touche 4 sur votre clavier. Voilà, je saute 2 lignes, et après je fais Alt-GR plus pour fermer les accolades. Voilà, comme pour les fonctions ici, vous voyez que là, ce qui délimite comme une fonction, c'est une boîte dans laquelle on met du code, et qu'on peut rappeler à plusieurs moments, on peut exécuter ce code-là quand on veut, plusieurs fois. Il fallait des accolades pour, comment on va dire, délimiter la portion de code qui appartient à cette fonction. Et donc, de la même manière, pour délimiter la portion de code qui appartient au if, à cette condition, il faut mettre des accolades, en fait, c'est aussi simple que ça. Dès qu'on veut délimiter du code en informatique, en tout cas en programmation MT4, on met des accolades. Donc là, pour être plus propre, je vais sauter 3 espaces, car je ne sais pas si vous avez vu, mais les instructions qui ne sont pas dans les fonctions sont collées tout à gauche, il n'y a pas d'espace. Dès qu'une instruction est dans une fonction, donc dans des accolades, on les décale de 3 espaces de la gauche. Et je fais ça à chaque fois que j'ai des nouvelles accolades, je redécale de 3. En fait, c'est uniquement visuel pour qu'on puisse relire plus facilement le code pour les humains, quoi. L'informatique, lui, il s'en fiche. On peut tout coller à gauche et il s'en fiche complètement. Mais ça sera très très difficile à s'y retrouver pour nous. Donc je mets 3 espaces pour être propre. Et là, on va mettre un commentaire spécial. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer cette ligne. Donc je vais faire CTRL X pour couper. Je me mets là CTRL V pour recoller ma ligne ici. Donc ce message-là sera appelé... le message va se mettre à jour et ça va afficher le spread et de temps seulement si le spread est au-dessus de 10. Mais là, c'est un peu bête. Donc ce qu'on va faire, on veut afficher le message dans les deux cas, mais on veut différencier le message. Donc ce qu'on va faire, à la fin du if, après l'accolade de fin du if, qui délimite le code, on peut mettre else, qui veut dire sinon en anglais. Et donc en fait, si ça permet de délimiter le code qui sera exécuté si la condition n'est pas vraie, si elle n'a pas été correcte comme condition. Et donc je vais vous montrer. Donc là, encore une fois, il faut ouvrir les accolades. Je saute 2 lignes et je ferme l'accolade. C'est pour délimiter le code qui sera exécuté en cas de condition fausse, en fait. Donc je saute 3 espaces, encore une fois. Et donc, quand le spread sera supérieur à 10, ce bloc de code sera exécuté. Tout ce qu'il y a dans les accolades, là, ici, donc, tout ce qu'il y a dans ces accolades-là, sera exécuté, donc notre ligne de commentaire sera exécutée. Et si le spread est inférieur, n'est pas supérieur à 10, donc inférieur ou égal à 10, mathématiquement, c'est ce bloc de code qui sera exécuté. Donc tout ce qu'il y a dans le else. Et donc on peut du coup différencier et mettre 2 messages différents. Donc je resélectionne toute ma ligne, je fais un CTRL-C pour copier-coller ma ligne, et ici, dans le else, je fais un CTRL-V pour coller. Donc j'ai 2 fois mon message, c'est 2 fois le même, pour l'instant ça n'a pas d'intérêt. Mais comme ici, c'est forcément que le spread est trop haut, on va même se mettre un petit commentaire par exemple, pour vous habituer à en mettre. Je vais sauter une ligne ici, ça recommence au début, donc je remets 3 espaces pour me remettre à la même hauteur que l'autre ligne de code. Et là, je mets // pour mettre du texte, et là c'est du texte libre, c'est quelque chose qui ne sera pas interprété par le logiciel. Donc c'est pour nous rappeler pourquoi on a mis ces lignes de code en fait. Et là je vais mettre ici le spread est trop haut. Voilà. Et dans le else, je vais mettre une ligne similaire, donc je saute une ligne et je rajoute 3 espaces, je mets mes 2 slash
pour mettre un commentaire, et je vais mettre ici le spread est OK. Voilà, c'est pour me rappeler pourquoi on a fait un if, pourquoi on a fait une condition, et où sont les conditions. Comme ça, vous n'avez même pas besoin de relire ça, et de vous dire, attends, ça c'est spread point, mais spread point c'est où? Ah oui, c'est la fonction qui est ici, enfin c'est la variable qui est ici, qui a été initialisée par cette valeur-là, mais c'est quoi cette valeur? Enfin, au lieu de réfléchir, vous voyez tout de suite le texte, ici le spread est trop haut, ici le spread est OK, bon bah voilà quoi. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à relire tout le code. Et là, on va mettre un message spécial attention, avec 3 points d'exclamation. Et on va écrire tout en majuscule pour être bien tape à l'œil. Le spread est de... On crie, hein. Le spread est trop haut. Le spread est de temps, point d'exclamation. Donc je rajoute un plus pour rajouter du texte derrière ma valeur, comme là on a fait. On peut rajouter un plus. Les espaces, vous n'êtes pas obligé, c'est pour être plus lisible que je le fais, mais on va les enlever vu que je les avais pas mis au début. Spread est de temps, c'est beaucoup trop haut. 3 points d'exclamation. Donc là, pour mettre une guillemets, c'est la guillemets simple de la touche 4. Parce que si vous mettez une double guillemets, ça va évidemment, il va plus aimer parce qu'on n'est plus dans du texte en fait. Pour lui, c'est la fin de texte. Donc il va pas aimer. Hop, la simple guillemets. Donc là, on va essayer de compiler. Je compile. Et ça fonctionne. Donc il n'y a pas eu d'erreur. Donc on est content. Là, on est sur USDJPY. Le message est toujours le même. On dirait que l'indicateur n'a même pas changé. Et quand on arrive sur Gold, on a un gros message d'alerte. Attention, le spread est de 35, c'est beaucoup trop haut. Et on peut rajouter même, c'est beaucoup trop haut pour trader. Parce que le but, c'est de ne pas perdre de l'argent. Et 35 de spread, ben, c'est de la perte d'argent. Donc, et quand on est sur USDCAD, le message est normal, parce qu'il est de 10, et que 10, si on regarde bien là, nous on exige, on vérifie si le spread est supérieur à 10. Mais 10 n'est pas supérieur à 10. Il est égal, donc il tombe dans le else, il ne tombe pas dans le if est faux en fait, donc il n'exécute pas ces deux lignes de code, il exécute seulement le else, le bloc du else, et donc il exécute le message tranquille, quoi, le message gentil. Mais si on peut le voir, alors je sais pas où est le spread USDCAD, si on le voit bouger à 11 de temps en temps, on verra le message s'afficher en gros. Et donc ça peut nous attirer l'œil. Donc ça peut nous éviter de trader dans les mauvais moments. Donc voilà, pour l'instant, on a fait un message sympa. Si on veut, après le spread, 10 de spread, c'est une valeur arbitraire qu'on a choisie. Là, on l'a écrit d'ailleurs, elle est fixe, la valeur. On peut pas la changer. Enfin, on peut la changer là si on veut maintenant, mais ça veut dire qu'on est obligé de recompiler à chaque fois. Et donc, si votre ami veut pas trader au-dessus de 25, vous allez devoir faire une version d'indicateur pour lui et une version pour vous si vous voulez pas trader au-dessus de 10, par exemple. Donc, c'est très chiant. Donc, ce qu'on va faire, on va créer un paramètre à notre indicateur pour que chaque utilisateur puisse paramétrer votre indicateur tranquillement pour avoir l'alerte que quand il veut. Et en plus, vu que l'indicateur est posé sur 3 graphiques différents et que le paramétrage peut être différent entre les 3 graphiques, vous pouvez tout à fait régler le paramétrage sur 7 quand vous êtes sur USDJPY et sur 25 quand vous êtes sur le Gold, par exemple. Comme ça, vous aurez des messages adaptés, car le Gold, c'est normal qu'il y ait plus de spread que USDJPY, car le Gold, c'est plus matériel, c'est peut-être plus connecté à la réalité, donc c'est moins fictif, on va dire, que juste les monnaies qui se spéculent toutes seules, quoi. C'est sûrement pour ça qu'il y a beaucoup plus de spread. Donc on pourrait personnaliser. Donc on va le faire pour s'amuser. Et là, en fait, c'est au tout début du programme, après les properties, après
les propriétés, on va sauter des lignes, et on va rajouter input, donc comme une entrée, input ça veut dire une entrée, int c'est un nombre entier que l'on veut, et on va mettre, on va écrire spread avec une majuscule, sinon il risque de pas aimer, spread, comment on va dire, spread maximum, on va écrire. Là c'est le nom de variable que l'on veut, on choisit. Par défaut, on peut lui donner une valeur, donc on peut déjà mettre égal une valeur, on va mettre 10 par défaut, puisque c'est ça qu'on mettait tout à l'heure, et on ferme notre point virgule. Et là, on voit tout de suite que la variable, le nom de la variable, car c'est une variable parce qu'on a défini une variable, comme de la même manière qu'on l'avait fait ici, nous avons créé une nouvelle variable, sauf que c'est une variable d'entrée pour l'indicateur. C'est-à-dire que ça va être un paramètre utilisateur que les utilisateurs pourront définir et ils pourront choisir la valeur qu'il y a dedans. Même si ça sera écrit 10 par défaut, ils pourront la changer. Comme sur les indicateurs, comme sur le RSI. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un RSI à 14 périodes. Vous pouvez taper le nom de la période si vous voulez. Vous pouvez mettre 21, 18, ce que vous voulez. Et bien là, ça sera pareil avec votre indicateur. Et donc, cette boîte, cette variable, donc cette boîte qui contient la valeur 10 par défaut, contiendra en fait la valeur que votre utilisateur, ou que vous-même, si c'est vous qui utilisez votre indicateur, aura mis dans cette valeur, donc dans ce paramètre. Donc cette variable-là, on va l'utiliser ici, à la place du 10. Comme ça, ça ne sera pas un 10 arbitraire, mais ça sera une valeur ici, bien définie, choisie par votre utilisateur. Donc là, on va taper spread maximum. Voilà, tout de suite il la retrouve. Il faut bien respecter les majuscules quand vous en avez mis, etc. Sinon il ne retrouvera pas. Hein. Voilà, supérieur à spread maximum. Donc par défaut c'est 10. Donc on retombe bien sur à peu près la même condition qu'avant. Sauf que c'est réglable. Donc c'est pratique. On va compiler. Il n'y a pas d'erreur. On retourne dans MD4. Par défaut, il ne me redemande pas le paramètre, donc il doit être 10. Ça doit être 10 qui est chargé. En tout cas, oui, il me met bien un message pour lui. Et lui, il ne me met pas le message énervé, donc ça doit être ça. On va quand même remettre l'indicateur sur le graphique pour vérifier. Et là, on a un nouvel onglet qui est apparu, paramètres d'entrée, qu'il n'y avait pas avant car il avait détecté qu'il n'y avait pas de paramètres. MT4 avait détecté ça. Maintenant, on a notre variable, spread maximum, valeur 10, et on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre 5, puisqu'on est sur USD JPY. On va voir, hop, 5, et voilà, dès que c'est 6, il nous dit que c'est beaucoup trop haut, et quand c'est 5, ça redevient un message normal. Vous voyez, comme ça, on a fait notre première condition. Vous avez fait votre premier if en informatique, qui est quasiment la base de l'informatique, hein. Vous allez en faire des tonnes de if, et des déclarations de variables comme cela aussi, vous allez en faire plein. Des appels de fonctions aussi. Et donc, on peut changer pour le gold, on n'a qu'à mettre 35 maximum, comme ça dès que ça passe à 36, il y a le message d'erreur. Hop, 35, je valide, hop, il n'y a plus de message d'erreur parce que 35 n'est pas supérieur à 35. Donc ça tombe dans le else de notre code, donc dans le message gentil. Et pour USDK de 10, c'était assez bien, parce qu'il est à 10 de base, j'ai l'impression, il est tout le temps à 10, donc c'est pas mal. Comme ça, grâce à cet indicateur-là, on peut trader uniquement quand le spread est bas, sans trop s'embêter. Et là, il n'y a pas de limite dans l'informatique, c'est-à-dire que vous pouvez, dans votre code, vous pouvez déclarer autant de variables que vous voulez, du moment qu'elles n'ont pas le même nom, parce que si vous recréez, si je copie-colle cette ligne en dessous et que je la mets deux fois, en fait, cette variable, j'essaye de compiler, il me dit, la variable est déjà définie. Spread point, cette variable est déjà définie. Et si je mets un 2 à la fin, et ben c'est bon, il n'y a plus de problème. Alors il me dit qu'il y a un problème parce que simplement il a détecté que cette variable là n'était jamais utilisée dans le code. Après,
on la déclare et elle sert à rien. Donc il me met plus une erreur, donc cette fois il compile bien le programme, il m'autorise à l'utiliser, mais il me met un petit avertissement, ta variable elle ne sert à rien, quoi. C'est ça qu'il me dit. Donc hop, on peut l'enlever. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire là? On va créer notre première fonction, parce que pour l'instant on a utilisé la fonction d'initialisation qui était de base dans MT4, on a utilisé la fonction onCalculate qui se met à jour avec les ticks du marché, mais qui est aussi de base dans MT4, mais on n'a pas utilisé nos propres fonctions. On fait appel à des fonctions qui sont aussi dans MT4, etc. On va externaliser ce calcul, cette récupération plutôt de spread. On va créer une fonction pour aller chercher le spread à notre place, et comme ça, ça simplifiera le code à cet endroit-là. La difficulté du code, parce que cette ligne-là est un peu compliquée, cette difficulté-là sera dans une fonction à côté, et on n'aura plus besoin de la regarder, en fait. Une fois qu'on l'aura fait, on sait que ça marche, et on n'a plus qu'à appeler notre fonction, qui sera beaucoup plus simple à appeler. Vous allez voir. Donc à la fin, après les fonctions, je vais sauter des lignes pour faire un peu d'espace, je veux une fonction qui va me chercher le spread. Comme le spread, c'est un entier qu'on le stocke dans un entier, dans un int, qui est le diminutif de integer, qui veut dire entier en anglais, je rappelle, nous allons créer une fonction qui renvoie également un entier, donc qui commence par int, espace, et on va l'appeler getSpread. Ça n'existe pas dans MT4. Vous voyez que le nom n'est pas devenu violet comme pour les autres, qu'il reconnaît, parce qu'il reconnaît que c'est ses fonctions. Là, le nom reste noir, c'est notre fonction à nous. Et on peut mettre les paramètres que l'on veut. On peut mettre, si on veut, string symbole pour demander à celui qui utilisera cette fonction-là, donc nous-mêmes, parce que c'est nous qui codons cet indicateur. Mais on peut se demander sur quel symbole, donc quelle paire de devises on veut utiliser, mais on n'est même pas obligé, parce qu'on peut directement faire appel à cette fonction pour récupérer la paire de devises du graphique sur lequel on est. Donc on va même pas mettre de paramètres. On pourra en mettre, on va pas en mettre. On va juste chercher le spread. On va faire une fonction qui va nous donner la valeur du spread. Donc là, on a fini la déclaration de notre fonction. On va rajouter la délimitation du code, donc les accolades. Hop, j'ouvre l'accolade, je saute de ligne, je ferme l'accolade, avec Alt-GR4 et Alt-GR+. Dans le code, comme on est dans des accolades, je rajoute 3 espaces pour mettre mon code, juste par propreté du code. Et là, je vais utiliser la fonction return, qui permet, quand on est dans une fonction, de renvoyer une valeur, et ça termine le code de la fonction. Donc le return se met toujours à la fin de la fonction. Vous voyez que là, le return, on l'a mis à la fin, et nous, notre alerte, il était bien avant le return. Dans cette fonction-là, qui renvoie aussi un entier, comme celui-là, il y a aussi un return, et il est à la fin de la fonction. Nous, on a fait notre petite tambouille avant, nos petits calculs, et donc là, vu que la fonction sera très simple, je peux faire tout de suite return avec, on va return ça, en fait, cette valeur-là. Donc l'appel du market info que l'on convertit en entier, et le market info va chercher les informations du spread sur la paire de devises qui est actuellement ouverte dans le graphique, sur lequel est l'indicateur. Il faut bien comprendre que le graphique, comme là on a 3 graphiques en même temps ouverts, en fait, pour MetaTrader, il y a 3 indicateurs qui sont chargés en même temps. On a 3 fois tout ça qui est chargé en même temps, tout le fichier, et pour chacun, cette fonction symbole renvoie un truc différent. C'est pour ça que ça fonctionne en fait. C'est pour ça que les 3 valeurs sur les 3 onglets, sur les 3 graphiques, elles sont différentes, malgré qu'on appelle la même fonction. C'est toujours symbole, et c'est toujours... Vous voyez, c'est que, en fait, l'indicateur, il n'est pas lancé une seule fois dans MetaTrader, il est lancé autant de fois que vous l'avez mis sur le graphique. D'ailleurs, il est même possible de mettre plusieurs fois le même indicateur sur un graphique. Vous êtes
vous avez aucun problème pour mettre plusieurs RSI sur votre graphique. Vous pouvez mettre plusieurs moving average, donc des moyennes mobiles. Il est possible d'en mettre plusieurs. Donc c'est juste que le code, il est séparé pour MetaTrader. C'est comme si c'était plusieurs indicateurs différents, mais qui ont le même code. Et comme c'est plusieurs indicateurs différents, il sait pour chaque indicateur, un indicateur, il est forcément que sur un graphique pour lui. S'il est sur 2 graphiques en même temps, ça veut dire que c'est 2 indicateurs. Même si c'est 2 fois le même, il s'en fiche, quoi. C'est comme ça qu'il s'en sort. Et donc c'est pour ça qu'il est capable de différencier le spread d'un graphique du spread d'un autre graphique. Excusez-moi. Donc là, nous avons fait notre fonction. On va tester de compiler pour voir si ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a déclaré une fonction qui s'appelle getSpread, c'est le nom qu'on lui a donné, on a choisi. On n'est pas obligé de mettre les majuscules, hein, mais c'est pour séparer, pour que ce soit un peu plus lisible, encore une fois. Cette fonction renvoie une valeur de type entière, c'est dans la spécification, et dans le code, ça fait un return, c'est obligatoire vu que dans les spécifications de notre fonction, elle est censée renvoyer un nombre entier, on est obligé de mettre un return à un endroit. Oh, c'est obligatoire, pour qu'elle renvoie une valeur, même si c'est 0, c'est pas grave, mais il faut forcément qu'on renvoie quelque chose à un moment. Donc en fait, vu que c'est le but de la fonction, de toute façon, ça tient en une seule ligne, et on n'est pas obligé, vous voyez que cette fois, on ne passe même pas par une variable, on aurait pu très bien utiliser et mettre une variable ici, la définir en dessous, pour séparer les calculs et après faire return et la variable directement. Il n'y a aucun problème, c'est exactement la même chose. Sauf que là on déclare une variable en plus, donc ça tient sur 3 lignes au lieu de tenir sur une ligne, donc est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Ça compile de la même manière, ça fera exactement le même résultat, il n'y aura aucune différence. Mais c'est peut-être moins facile à lire pour nous. C'était plus facile de le faire sans la variable, donc on va le faire sans la variable. Hop, je recompile pour vérifier, ça fonctionne. Maintenant, cette fonction-là qu'on l'a créée, d'ailleurs, vous pourrez, si vous me demandez à quoi ça sert de créer une fonction, alors qu'on pouvait déjà le faire ici, le code, eh bien ça sert à morceler votre code pour pouvoir réutiliser des morceaux ailleurs. En fait, si je fais un nouvel indicateur, là, si je veux créer un nouvel indicateur, admettons, je vais le créer, je vais l'appeler blabla, c'est original, et eh bien vous voyez il y a des onglets qui s'ouvrent là, donc on peut changer de fichier. Donc je reviens sur mini formation. Et bien si je veux récupérer, si j'ai besoin du spread dans blabla, dans mon indicateur blabla, et bien j'ai juste à copier ça et à le réutiliser après, plutôt que copier tout ça avec la variable qui aura peut-être pas besoin dans l'autre indicateur. En fait, là, c'est une fonction qui tient en une seule ligne, mais ça pourrait être une fonction qui tient en 100 lignes, ou en 20 lignes, ou en 30 lignes. Et en fait, vous gagnez énormément de temps, parce que vous savez que ce que vous avez mis dans la fonction va marcher, parce que vous l'avez déjà fait avant, vous l'avez déjà codé avant, et donc vous pouvez la réutiliser pour un autre indicateur, pour un robot, pour... En fait, c'est de la construction, hein, c'est un peu... C'est comme construire une maison, en fait, hein, de faire de la programmation. C'est que vous faites des fondations, et si vous avez bien fait les fondations, les murs se grimpent tout seuls, et c'est facile, parce que vous n'avez pas besoin de tout recréer à chaque fois, quoi. À chaque mur, vous n'êtes pas obligé de refaire les fondations. C'est la même chose, si vous avez bien codé, vous pouvez réutiliser des bouts de code très facilement. Et donc, on va rester sur mini formation, et là, on va utiliser notre fonction, qui renvoie le spread du graphique en cours actuel de cet indicateur. Donc pour utiliser là, on ne va plus utiliser le spread, on va plus le demander de cette manière-là. On supprime ça, et on va appeler directement notre fonction getSpread. Donc là, quand je tape get, on voit qu'il a trouvé plusieurs fonctions, et on voit que les oranges, enfin les roses violettes, c'est des fonctions internes à MT4, et on voit que la seule qui est en noir, bah, c'est la nôtre, il l'a trouvée, donc c'est pratique, on peut double-cliquer dessus. Comme c'est un appel de fonction,
il faut obligatoirement mettre des doubles parenthèses, des parenthèses, pardon. Donc j'ouvre la parenthèse, il me donne les spécifications de la fonction, ce qui est pratique, donc il me dit que ça renvoie un entier, c'est parfait car la variable dans laquelle on veut le mettre est un entier, donc ça rentrera et il n'y aura même pas de problème de type comme tout à l'heure. Et entre parenthèses, void, donc il n'y a aucun paramètre, vide, encore une fois. Donc je peux refermer tout de suite les parenthèses, et je peux compiler. Et là, donc, cette ligne déclare une boîte de type entier, de type int, et cette ligne-là affecte la valeur retournée par cette fonction dans la variable, dans la boîte spread point. Et donc, en fait, quand ça arrive au égal, ça va exécuter le code qu'il y a ici, retourner la valeur jusqu'ici, et donc interpréter ça va se transformer en valeur, en fait, en 5 ou 35, ça dépend sur quel paire on est, et ça va rentrer dans la valeur, dans la variable, pardon, spread point. Et ensuite, on a notre condition, évidemment, avec la variable paramètre utilisateur, quoi, qui peut être paramétrée par les utilisateurs. Donc je compile, et on peut voir en fait que ça n'a rien changé, donc c'est que ça a fonctionné. Parce que le but c'était pas qu'il y ait de différence au niveau de l'indicateur, mais qu'il y ait de différence au niveau du code. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a externalisé, au lieu d'appeler ça directement dans le code de notre fonction, de cette fonction-là, on l'a appelé, on a fait une petite fonction, et en fait, il faut bien comprendre que vous avez aucune limite dans le nombre de fonctions que vous créez. On peut en faire des milliers si vous voulez, il faut juste pas qu'il y en ait deux qui aient le même nom. Donc si après je peux faire get prix du point par exemple, pour avoir le prix d'un seul point. Vous voyez, hop. On peut faire get ce qu'on veut, ou pas get, hein. On peut mettre les noms qu'on veut, hein. Blabla, encore une fois. On peut mettre de type qui renvoie une chaîne de caractères, donc du texte. Blabla, et ça renvoie la chaîne de caractères blabla, par exemple. Et on peut afficher après ce message et dire blabla, enfin ça ne sert à rien, mais ça pourrait servir à quelque chose si on le faisait intelligemment. Mais là, dans notre cas, vu que c'est juste un exemple très simple, ça ne servira à rien. Et vous pouvez créer autant de fonctions que vous voulez, et vous pouvez appeler autant de fois vos fonctions que vous voulez. Donc là, on l'appelle à cet endroit-là, mais on aurait pu l'appeler, je vais faire un copier-coller, je suis feignant, je suis un développeur, je fais un CTRL-C, on va carrément enlever la variable. On va enlever la variable, je supprime la variable, et je supprime même l'affectation, l'affectation de la valeur dans la variable. Donc hop, je supprime, et ici, je vais mettre get spread. J'ouvre les parenthèses, je ferme les parenthèses, vu que c'est un appel de fonction. Et donc, là, ça va fonctionner. Dans le if, au moment de la condition, il se dit, ça, c'est une fonction, donc je vais aller chercher la valeur. Hop, il va chercher la valeur. Il trouve que ça fait 5, par exemple. Est-ce que 5 est supérieur à spread maximum? Je vais chercher, c'est quoi la valeur que l'utilisateur a mis? Ah, c'est 10, on va dire. Bon, bah 5 supérieur à 10, c'est faux, donc on passe dans le else. Et après, ici, si on compile, évidemment, on aura une erreur, parce que là, en fait, on a spread point encore, donc on a encore une référence à notre variable qui n'existe plus. Donc lui, il se dit, c'est quoi ce truc? Ça n'existe pas. Identifiant non déclaré, vous voyez. Voilà, et puis il y est deux fois, parce qu'il y est dans les deux messages. Donc on pourrait, si on veut, faire un copier-coller de cette fonction, et la mettre ici aussi. Hop. Et en fait, convertir directement, à chaque fois qu'on en a besoin, le rechercher dans la fonction. C'est pas très optimisé, on va dire, au niveau du code, parce que là c'est simple encore, la fonction fait un truc très très simple, c'est demander l'information à MT4 de la valeur du spread sur notre paire de devises, mais ça pourrait être bien plus compliqué que ça. Et là on l'appelle 3 fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le marché bouge une fois, il tique juste, il y a un tic du marché, il y a un petit changement de prix, il va appeler 3 fois la fonction, enfin au moins 2 fois on va dire, parce que
une fois pour ça, et après une fois pour afficher le message. Parce qu'il n'affiche pas les deux messages, parce que c'est exclusif en fait. Le if, soit c'est le code du if qui est exécuté, soit c'est le code du else. Ça peut pas être les deux en même temps. Dans le même programme, c'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre. Et donc à chaque tick, ça va faire le test de soit l'un, soit l'autre, et c'est pour ça que ça change le message de temps en temps. Et donc là, vous voyez, on n'a plus de variables, donc le code est un peu plus court. On a fait un code plus court, mais il n'est pas très optimisé dans le sens où ça exécute 3 fois ma fonction. Mais il n'y a aucun problème, hein. On peut le faire, on peut l'exécuter 1 million de fois si on veut, hein. Il n'y a aucun problème. C'est juste que ça prendra peut-être un peu plus de temps si le calcul était compliqué. Mais là, en l'occurrence, le calcul est très très simple. C'est juste, on demande juste à MT4 c'est quoi la valeur du spread. Lui, il n'a rien à calculer, hein. Il l'avait déjà en mémoire, il nous la balance, c'est instantané, quoi. Mais si c'était un gros calcul d'une moyenne mobile ou quoi, ça serait très dommage de le faire plusieurs fois, alors qu'on aurait pu simplement stocker la valeur dans une variable, comme on a fait avant. Donc comme ça, on le calcule qu'une seule fois, on le stocke, et après on réutilise la valeur qu'on a stockée. Voilà, je fais des copier-coller pour aller un peu plus vite. Hop, et là on réutilise la valeur qu'on a stockée. On peut la réutiliser autant de fois qu'on veut aussi, hein. Il n'y a aucune limite, hein. C'est de l'informatique, on est libre, hein, quand même, on est très très libre en informatique, hein. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer la base de la programmation. Donc là, ce que vous avez vu en fait est très similaire à la programmation en général. Les 3/4 de ce que vous avez vu, donc on va dire la déclaration d'une variable comme ça, par exemple, spread point. On peut aussi l'affecter au moment où on la déclare. On peut mettre spread point égale 10 tout de suite, vous voyez, ou spread point égale get spread tout de suite. On n'est pas obligé de le faire en 2 lignes. En fait, je l'ai fait en 2 lignes pour bien séparer les instructions, pour pas vous en faire trop d'un coup. Mais en fait, la plupart du temps, on le fait tout en 1 ligne comme ça. On déclare cette boîte, cette variable de type entière, et on lui donne tout de suite une valeur qui est le résultat d'une fonction qui est exécutée ici, qui est encore un appel d'une autre fonction, et qui est imbriqué dans l'appel d'une autre fonction. Mais au final, nous on s'en fiche, si on regarde plus et qu'on scrolle vers le haut, on voit plus cette fonction, on voit juste ça, c'est simple. Vous voyez, l'avantage c'est d'avoir libéré un peu de la complexité et qu'on ne voit pas tout ce truc complexe et qu'à chaque fois qu'on verrait, on se dit ah mais oui, mais pourquoi on a mis parenthèse int, ah mais je sais plus, mais market info, pourquoi il y a symbole, c'est quoi mode spread, il n'y a même plus besoin de le savoir, on a créé notre fonction getSpread. Maintenant qu'on sait qu'elle marche, on va lui faire confiance et on va appeler que elle, par exemple. Et comme ça, on peut se libérer la tête et on se décomplexifie un peu et on peut passer à la suite. Ça sert à ça, de faire des fonctions. Et à ne pas réécrire 15 fois le code, le même bout de code à chaque fois en boucle, à 15 endroits différents, alors qu'on avait juste à le mettre dans une fonction et à appeler 15 fois la fonction. En fait, c'est beaucoup plus rapide. Beaucoup plus facile à coder et beaucoup plus propre à coder aussi, parce que quand il y a un bug, si on trouve qu'il y avait un bug dans notre code, au lieu d'aller le changer à 15 endroits différents, il y a juste à le changer dans la fonction, et à le corriger dans la fonction. Donc c'est carrément plus simple. Donc là, tout ça, ce que vous avez vu, donc la déclaration d'une fonction, la déclaration d'une variable, l'affectation d'une variable avec le égal, l'appel à une fonction, la déclaration d'une fonction, avec un type, des paramètres peut-être, comme ici, même si on ne les a pas utilisés, j'en ai pas parlé, mais ça c'est tous les paramètres qui sont fournis par MT4. On est obligé de les mettre parce que c'est sa fonction à lui, elle est violette, et il veut absolument tous ces paramètres, mais on s'en sert pas toujours. D'ailleurs, on ne s'en est pas servi. Donc toutes ces déclarations, ces appels, le return à la fin d'une fonction, les points-virgules à la fin des instructions de chaque ligne, les accolades pour délimiter les blocs de texte, les if avec les conditions, les else, tout ceci sont communs à quasiment tous les langages de programmation en informatique. Donc ce que vous venez de voir pendant 1 heure, vous n'avez pas vu un cours spécifique de MQL4, qui est le langage spécifique à MT4. Vous avez vu effectivement une mini-formation qui parle du MQL4 pour faire un indicateur MT4, mais
c'est commun à 90% avec les autres langages en informatique. Vous venez de faire de la programmation en informatique, de la vraie programmation, c'est pas du bidouillage, c'est de la vraie programmation que vous avez fait. Le langage MQL4 dans MT4 est très inspiré du C++, qui est très connu, qui est un langage encore hyper utilisé dans l'industrie, dans les jeux vidéo, dans plein de logiciels encore. Et c'est c'est vraiment pareil, quoi. C'est-à-dire qu'en C++, il faut aussi mettre des points-virgules à la fin des lignes. À la fin des fonctions, il faut mettre un return. On délimite les blocs de texte avec des accolades. On met le type que la fonction retourne avant le nom de la fonction. On crée des variables de la même manière. On la déclare avec le type de la fonction, espace, le nom de la variable. On l'affecte de la même manière. Les ifs sont pareils. Tout est pareil. C'est à 90%, là c'est pareil, c'est juste les premières instructions qui sont un peu différentes. Il n'y a pas de input et il n'y a pas ces fonctions-là spécifiques à MT4 évidemment, parce que là c'est pour initialiser un indicateur et pour quand quand le marché bouge en fait, donc ça n'a aucun rapport avec les autres langages évidemment. Mais en fait vous avez fait de la vraie programmation et concernant MT5, donc le langage a évolué en MQL5, il est quasiment identique. Et il doit y avoir peut-être des différences en haut, là, dans les properties, mais tout le reste, peut-être des variables en plus, là, des paramètres en plus donnés dans cette fonction, mais vraiment, si vous copiez-collez cette fonction, je suis quasiment sûr qu'elle marche. C'est à 99% proche de... Le MQL4 est à 99% proche du MQL5. C'est vraiment... si vous voulez après passer dans le futur sur MT5, il n'y aura aucun problème. Vous ne serez pas perdu, quoi. Vraiment. Hein. C'est très très proche. Donc déjà, je vous félicite pour être arrivé aussi loin dans la vidéo. C'est quand même... si vous vous intéressez à ça, c'est sûrement nouveau pour vous. Vous avez sûrement envie de coder vos propres indicateurs, voire vos propres robots. On ira plus loin dans les prochaines vidéos. J'espère que vous avez apprécié. Vraiment, bravo à vous pour être arrivé jusqu'à là, parce que ça doit être assez repoussant quand on est un débutant en informatique. Le code fait peur, ça effraie tout le monde évidemment, c'est écrit, c'est du chinois quoi. Même si on parle anglais, c'est du chinois, c'est vraiment... Mais maintenant, j'espère que vous avez compris un peu mieux comment lire du code, comment lire vos indicateurs. J'espère que cette démonstration chez vous a fonctionné. J'espère que vous avez réussi à faire tourner le petit programme qu'on a fait ensemble. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Et je vous remercie. Ciao!